Les Ivoiriens demandeurs de la carte nationale d'identité reçoivent leurs documents. Pour certains, la demande date de plusieurs mois déjà, plusieurs longs mois. Face à la situation, l'ONESI a trouvé la parade. L'Office a mis en place des guichets spéciaux pour la délivrance des cartes. 10 000 CNI sont ainsi disponibles. Les précisions de Théodore Zouzou et Franck Quadio. Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, ONESI, au plateau. Mamadou fait partie des 20 000 demandeurs de la carte nationale d'identité de 2014 à 2019 qui attendent le précieux sésame. Il vient régulièrement ici s'informer. Je suis venu pour une réclamation. Ça fait bientôt 2 ans, il n'y a pas encore reçu ma carte. On me demande d'aller voir sur le site de l'ONESI. Le site demande traitement en cours. Donc on attend toujours que le traitement soit confirmé. Certains pétitionnaires sont plus heureux. Ils sont de la nouvelle vague d'enrôlement, celle de 2020 venue pour la vérification. Quand le pétitionnaire dit qu'il y a une erreur sur sa carte, nous on prend en compte sa préoccupation. On fait la photocopie du récépissé, on prend la carte et on remonte les informations. Une lueur d'espoir ce jour pour les enrôlés de la vague 2014 à 2019 inclus. 10 000 cartes sont enfin disponibles sur un total de 20 000 grâce aux guichets spéciaux qui permettent de reverser ces anciens enrôlés dans la nouvelle vague, celle de 2020, sans payer à nouveau les frais. La remise officielle est faite par le directeur de l'ONESI. Je suis très contente parce que j'ai attendu ça très longtemps. Je n'arrive pas à voyager, j'avais tous les problèmes. Maintenant, je suis libre d'aller chercher mes marchandises à l'extérieur. Je peux voyager, faire mes activités correctement comme ma femme. L'objectif de cette cérémonie ici est de remettre les premières cartes aux Ivoiriens concernés par les guichets spéciaux. Il s'agit ici de pétitionnaires qui sont fait enrôler pour la carte orange, mais aujourd'hui qui sont transitionnés vers le nouveau dispositif d'enrôlement pour la nouvelle carte nationale d'identité biométrique. Et donc c'est aujourd'hui chose faite et ce processus va donc se poursuivre jusqu'à ce que nous ayons satisfait l'ensemble des Ivoiriens concernés. Le directeur de l'ONESI rassure les populations de la disponibilité des cartes. L'obtention sera progressive. Il invite alors les non-enrôlés à s'engager car à partir du 31 décembre 2021, les cartes orange ne seront plus valables. On va maintenant à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. La capitale du Poro abrite depuis hier des concertations entre la commission de l'UEMOA et la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Ces concertations portent sur la paix, la sécurité et le développement dans les zones frontalières dans les États membres de l'UEMOA. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était présent à la cérémonie au nom du chef du gouvernement, Ami Sissoko. Comment prévenir les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles dans les zones transfrontalières en Afrique de l'Ouest? C'est à cette problématique que l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, MISEL, essaient d'apporter des réponses. D'où l'organisation des assises de Korogo après celle de Sikasso au Mali en 2019 sur la promotion de la paix, la sécurité et le développement dans les zones frontalières. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagodo Diomandé, qui a procédé ce matin à Korogo à l'ouverture de ces concertations. Il y représentait le Premier ministre Patrick Hachi. Quant au président de la commission de l'UEMOA, lui y a pris part par visioconférence depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Pour les organisateurs, il est impératif de conjuguer les efforts en vue des résultats efficients. Les conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles s'amplifient d'année en année, avec leur corollaire de pertes considérables en vies humaines. Il est impératif, aujourd'hui, d'œuvrer intelligemment à prévenir les conflits, y compris par la promotion de solutions inspirées par nos traditions locales et nos valeurs de respect mutuel et de partage. Durant 3 jours, partage d'expériences entre l'Union africaine, l'UEMOA, collectivités territoriales, autorités religieuses, coutumières, responsables des fêtières, forces de défense et de sécurité sur, entre autres, la gestion intégrée des frontières, la sécurité, l'environnement, l'orpaillage et la transhumance. La sécurité à nos frontières est devenue aujourd'hui plus que jamais la condition sine qua non de la paix et de la stabilité politique de nos États, sans lesquels le développement serait une vue de l'esprit. En effet, au regard des menaces sécuritaires qui y prennent racine, la gouvernance de nos frontières est devenue une de nos priorités nationales. Ainsi, des mesures sécuritaires vigoureuses et de grande envergure
ont permis de stabiliser la situation aux frontières nord de la Côte d'Ivoire. Les recommandations des assises de Korogo permettront de mettre en place un cadre politique pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles dans les zones transfrontalières. Les centres d'excellence d'Afrique se redynamisent. Hier, le comité de pilotage a planché sur les difficultés et les stratégies à adopter pour adapter le fonctionnement de ces centres à la crise actuelle de Covid-19. Précision, Abilenia Simbe. 3 centres d'excellence régionales en concertation pour évaluer leur programme d'activité. Le premier est dédié au secteur des sciences, le deuxième à la maîtrise et promotion de l'électricité et le troisième consacré aux villes durables en Afrique. La rencontre se veut stratégique pour revisiter les curricula en vue de meilleurs résultats. Le comité de pilotage s'attaque à des indicateurs bien précis. Les indicateurs qui n'ont pas marché sont surtout liés à l'effet du Covid-19. Par exemple, on doit recruter des étudiants de l'étranger. Or, les frontières ont été fermées pendant longtemps. Les cours doivent être donnés en ligne. Nous n'avons pas un système, jusqu'à une époque récente, un système sophistiqué pour pouvoir donner ces cours en ligne. L'indicateur numéro 7 qui est lié au cadre institutionnel aussi est très difficile à mettre en œuvre. Ce que nous allons faire au sortir de cette réunion, aider les centres, appuyer-les pour atteindre le plus rapidement possible ces indicateurs. La rencontre discute également des nouveaux projets d'ordre national élaborés par les différents centres d'excellence. Ces centres d'excellence, pour nous, c'est aussi la vitrine des universités. C'est aussi notre capacité à démontrer à la face du monde que nous avons des capacités à faire de la science et à faire de la recherche, et surtout à faire de la recherche appliquée. Je voudrais donc vous dire ici combien ces centres comptent énormément pour le développement de notre pays et pour l'épanouissement de nos universités. Nous allons pouvoir travailler ensemble et faire en sorte qu'à la rentrée prochaine, que nous puissions recruter davantage des étudiants, recruter avec d'autres ressources connexes pour que nous puissions accroître significativement l'impact de ces centres dans le développement de nos pays et dans l'épanouissement de nos universités. Promouvoir l'électricité conventionnelle et renouvelable, développer et promouvoir la filière avicole en Afrique et contribuer à l'émergence des villes durables, des objectifs assignés à ces centres d'excellence, et ils y mettent un point d'honneur pour les atteindre. Dans l'actualité également, le train de la banlieue Conakry Express reprend service, une reprise qui vient matérialiser la volonté des nouvelles autorités à soulager les populations souvent confrontées aux difficultés du transport urbain. Un véritable ouf de soulagement pour les citoyens de la haute banlieue de Conakry. Reportage au bord de Conakry Express avec Fodé Camara. Pour permettre à des milliers de passagers de la haute banlieue de rejoindre le centre-ville sans encombre, le train Conakry Express est remis sur les rails après près d'1 an d'arrêt. Une reprise source d'affluence. Aujourd'hui, les passagers sont soulagés. Non, je suis très content, c'est un sentiment d'enthousiasme. Voilà, on a trop attendu ce train, mais voilà maintenant, parce qu'on a été fatigué par des embouteillages sur les autres voiries. Et si aujourd'hui ce train est venu, c'est un sentiment de soulagement. Je suis à Somphonia. On est très content, on est très soulagé parce que c'est confortable, on évite les embouteillages. Non, on ne peut pas expliquer, tout le monde le sait en Guinée. Pour avoir des véhicules, c'est des problèmes. Nous remercions ardemment le chef de l'État qui a pu nous libérer. C'est un vrai calvaire. Mais Dieu est grand. Donc on se remet à la volonté divine. Sur les 36 km de rail Kaloum-Kagbelin, le train de banlieue fera 2 fois la navette les jours ouvrables.
Avec un long arrêt, pour réussir cette reprise, il a fallu quelques préalables techniques. Il y a eu beaucoup de préalables. Il fallait d'abord entretenir, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans l'électromécanique et l'électropneumatique. L'arrêt prolongé crée des problèmes. On était confronté à ces problèmes. Dieu aidant, on a pu faire ce que vous constatez vous-même aujourd'hui. La direction a continué à financer le train parce qu'on nous carburait, parce qu'il fallait faire les essais sur place, il fallait chauffer le moteur. Ce train de banlieue est le plus grand moyen de transport public de la capitale. À l'aller à 7h à Cap-Belin ou au retour à 16h au Petit Bateau, dès le départ, les 10 wagons de 118 places assises, soit plus de 1000 places, sont déjà remplis. La relance de ce train de grande capacité est une autre mesure d'urgence des autorités du CNRD, le Comité national du Rassemblement pour le développement. En réalité, le train n'avait aucun problème. On avait des difficultés de négociation avec Russal. Mais cette fois-ci, il y a eu nos autorités qui se sont impliquées. On a eu une très longue négociation entre le département des transports et Russal avant de remonter, clôturer au niveau des autorités supérieures. Donc il y a eu l'implication non seulement de monsieur le chef de l'État, mais du secrétaire général du département, mais la bonne volonté aussi des Russal qui a voulu immédiatement laisser prise et ça a permis maintenant au train de reprendre. L'un des freins à la mobilité de ce patrimoine est lié aux actes inciviques. À quelques endroits, des citoyens déversent des ordures sous les rails. Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a rien. Vous quittez à l'heure, vous arrivez à l'heure. Je pense que c'est très important que ce train puisse rouler aujourd'hui. Donc nous demandons aussi aux populations de faire attention à ce train parce qu'il est utile à tout le monde. Il est utile à tout le monde de ne pas déverser des ordures sur la voie. Ces actes inciviques liés à l'insalubrité et à l'occupation anarchique des emprises invitent à plus de sensibilisation des populations avec l'implication des élus locaux.